Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je filme pendant la journée parce que je trouvais qu'il faisait moyennement beau, mais en tout cas il y avait de la luminosité, donc je voulais filmer la journée. Dans la vidéo précédente, j'avais dit que j'allais faire une série de vidéos, j'avais vraiment programmé les livres dont j'allais parler. J'allais parler de la pièce de théâtre, initialement de la pièce de théâtre de Jean Anouilh, Antigone, sauf que comme c'est une vidéo que j'aimerais faire spécialement pour les gens qui sont en première année de baccalauréat en France, au Maroc, pardon. Eh bien, je voulais vraiment bien la préparer, avoir des éléments très structurés, etc. Donc, ça sera une vidéo qui arrivera prochainement sur ma chaîne. Mais en tout cas, comme je n'ai pas le temps de la préparer, parce que je lis des choses à côté, parce que j'ai des choses à faire à côté pour mon travail personnel, eh bien, j'ai décidé de parler d'un livre que j'ai déjà lu et que j'ai beaucoup aimé et dont je vous ai parlé lors de mes acquisitions livresques, une vidéo que j'avais filmée il y a quelques mois, peut-être un mois, je ne me rappelle plus. Bon, et c'est en fait le livre de Pablo Servigne, L'entraide, l'autre loi de la jungle. C'est Pablo Servigne et Gauthier Chapelle. Voilà. Donc ils ont coécrit eux deux ce livre. Alors, je l'avais rappelé en fait dans cette vidéo où je vous ai parlé de ce livre que ce n'est pas le genre de livre vers lequel je vais très naturellement et que je trouve ça très triste parce que ça voudrait dire qu'on est en quelque sorte au préalable formaté à aller vers un type de livre voilà, qui nous correspond le plus ou qui nous parle. Bon, c'est humain, mais en même temps, c'est un peu triste parce que ça voudrait dire qu'on loupe beaucoup de choses. Je ferme cette parenthèse et je vais commencer à parler du livre. Donc, ce livre m'a été conseillé dans le cadre d'un cours, conseillé, exigé dans le cadre d'un cours, petite subtilité, mais j'ai beaucoup aimé. Pour ceux qui ne connaissent pas Pablo Servigne, c'est un ingénieur en agronomie, mais c'est également un chercheur en biologie. Et en 2008, voilà, c'est ça, il commence à se poser des questions quant à l'environnement. Il y a toutes les questions de transition écologique qui commencent à venir. Il y a aussi, suite à la crise financière et économique qu'a connu le monde en 2008, il y a toutes ces questions qui surviennent quant à l'effondrement de la civilisation industrielle, quant à l'effondrement de l'économie, etc. Et donc, il quitte le monde de la recherche et donc devient un chercheur indépendant. Et il fonde le concept de la collapsologie, et la collapsologie, c'est l'effondrement donc en anglais. Et donc, ce qu'il essaye de dire, c'est en quelque sorte décloisonner tous les métiers, tous les centres de recherche, c'est-à-dire l'économie, la physique, la finance, tout cela, le décloisonner et essayer en quelque sorte d'expliquer comment est-ce que cette civilisation industrielle est susceptible de s'effondrer. Et en fait, il mène cette recherche avec plusieurs chercheurs indépendants aussi. Et dans ce livre, ce qu'il essaye de montrer en quelque sorte, ou ce qu'il essaye de démonter, c'est cette conception qu'on a de l'être humain comme étant un loup pour l'homme, cette conception de la loi du plus fort, etc. Et en fait, cette idée que nous, on a quant à notre comportement dans un état de nature, qui est au final une conception hobbesienne, l'état de nature étant un état où l'être humain est sauvage dans le sens péjoratif, c'est-à-dire que c'est un loup pour l'autre, que l'être humain est prédominé en tout cas par un instinct de survie et qu'il peut tout écraser à côté pour arriver à cela. Et d'ailleurs, l'un des aboutissements de cette théorie était le darwinisme social, qui est le principe d'une sélection sociale où restent que les plus forts. Or, ce que rappelle Pablo Servigne et notamment Gauthier Chapelle, c'est que, en fait, cette idée du darwinisme social, en fait, ce n'est pas une idée de Darwin, c'est une idée qui a été reprise par la suite par la droite, par la gauche, afin de construire un darwinisme social. Darwin, il a juste établi la sélection naturelle auprès du règne animal et du règne végétal. À aucun moment il avait pour objectif, en quelque sorte, d'établir ses projections sur les êtres humains.
Et donc, la droite et la gauche se sont emparées en quelque sorte de cette théorie et l'ont étendue à ce qu'on appelle aujourd'hui le darwinisme social, soit pour la droite pour justifier en quelque sorte que de toute façon l'être humain est mauvais, pas mauvais, mais de toute façon l'être humain est quelqu'un qui est prédominé par une loi naturelle qui est celle que le plus fort gagnera et que le plus fort restera. Et en fait, c'est une manière aussi de justifier cette méritocratie qui se retrouve jusqu'à aujourd'hui au XXIe siècle dans nos sociétés, au sens que de toute façon le plus intelligent, le plus fort est celui qui va subsister sur Terre et qui va subsister même socialement, loin de subsister dans le sens littéral. Et ensuite, il y a le darwinisme social appliqué à la gauche qui, selon lui, comme l'être humain, qui est en fait une conception très hobbesienne, dans le sens où, comme l'être humain est mauvais de nature, eh bien, l'état de société ou le contrat social, comme on peut l'appeler, est susceptible en quelque sorte de créer des institutions qui permettront de contrôler et d'apprivoiser ce loup, d'apprivoiser cette loi de la jungle et donc en quelque sorte de contrôler cela. C'est-à-dire que plutôt que les plus forts mangent les plus petits, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va laisser les plus forts prospérer, mais en tout cas, on va pas lâcher les plus petits. Et en fait, on retrouve très bien qu'il y a des retombées, même le système dans lequel on vit aujourd'hui repose sur ces conceptions-là. Donc, le darwinisme social, soit la gauche, soit la droite, mais en tout cas, il y a toujours une part de il y a toujours un renvoi vers un état naturel qui est fictif, qu'on ne peut pas prouver en fait. On ne peut pas avoir des justifications qu'un état naturel a existé et qu'il y a eu à un moment donné un contrat social qui a mis fin à cet état naturel. En fait, tout le système sur lequel on repose aujourd'hui est lié donc à cette conception hobbesienne de l'être humain comme étant un loup pour l'homme est un loup pour l'autre, etc. Et donc, ce que Pablo Servigne essaye de démonter dans ce livre, c'est cette doxa générale qui fait de l'homme, dans l'état naturel, un ennemi pour l'autre. Et en fait, ce livre qui avait... vous voyez très bien que l'objet du livre, en fait, c'est un objet littéraire dans le sens où on va essayer de démonter quelque chose. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on retrouve un bagage scientifique, on retrouve des méthodes scientifiques, de raisonnement, etc., qui montrent à quel point ces fondamentaux de la loi du plus fort ne sont que mythologiques. C'est juste des mythes, en fait. Et donc, à travers plusieurs expériences, on retrouve par exemple des expériences faites par des économistes en ce qui concerne le jeu de biens communs. Et en fait, le jeu de biens communs, pour faire simple et pour l'expliquer, c'est un jeu où on distribue une somme d'argent aux gens et puis on demande à eux de participer. En fait, c'est comme si on va construire, je sais pas, une école ou quoi que ce soit et on demande aux gens autour de la table de contribuer avec une partie de l'argent qui leur a été alloué. Et donc les gens ont le choix soit de participer, soit de ne pas participer. Après, on récollecte. Et donc cet argent qui est collecté est ensuite redoublé et distribué de manière équivoque à toutes les personnes autour de la table, qu'elles aient participé ou pas participé. Donc ce que Pablo Servigne dit, ou Gauthier Chapelle, j'oublie très souvent le deuxième, ce qu'il dit en fait, c'est que si on raisonne sur la base de ce qu'on connaît en quelque sorte de l'être humain, dans le sens où que l'être humain est égoïste et que c'est un loup pour l'autre, aucune personne autour de la table n'a intérêt à contribuer. Elle, la première, elle a intérêt en fait à voir l'autre contribuer et puis elle, non, à garder l'argent pour elle-même parce que de toute façon ça sera redistribué. Cependant, ce qui est très intéressant, c'est que ces chercheurs en économie qui ont mené ces recherches tout autour de la Terre, auprès des échantillons qui sont représentatifs de sociétés, soit de chasseurs-cueilleurs, de sociétés industrialisées, de sociétés nomades, etc. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que en fait, quand le temps presse, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas aux gens le temps de réfléchir, eh bien ces derniers participent avec des pourcentages qui sont très intéressants. Ils participent, je n'ai pas les chiffres en tête, mais ils participent avec des pourcentages qui sont très élevés. Et en fait,
le fait qu'on leur laisse pas de temps, en fait, ça voudrait dire que leur système inné, leur système naturel, est un système qui va vers l'entraide. C'est en réfléchissant qu'on commence en quelque sorte à calculer, à savoir ce qui va se passer, etc. Et donc c'est là en fait où l'être économique de Smith apparaît, où l'être humain commence à faire des calculs, parfois faux, parfois vrais, et ne favorise pas l'entraide. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on montre à quel point cette image de l'homme naturel, l'homme sauvage que j'emploie entre guillemets, est fausse. Parce que si on dit que l'être sauvage est en quelque sorte la nature de l'être humain, ce dernier n'a aucun intérêt à contribuer, n'a aucun intérêt à donner de soi. Or, il le fait. Et en fait, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'au-delà de cet aspect économique, très souvent d'ailleurs quand on parle de collapsologie et d'effondrement, il y a toujours cette idée de panique, il y a toujours cette idée que chacun fera de son mieux pour survivre, ce qui est en quelque sorte un instinct de survie. Or, il montre par exemple que lorsqu'il s'agissait de catastrophes naturelles ou parfois même d'attentats terroristes, par exemple le 11 septembre, quand on voit en fait les gens dans un état de panique, on a très souvent tendance à croire que ces derniers vont faire tout pour se sauver eux-mêmes. Or, on voit très bien qu'il y a un système qui se réactive, qu'il y a un système d'entraide. Les gens, au contraire, d'après les expériences, les gens font office d'un état de calme et puis d'entraide. Ils s'aident entre eux. Et en fait, ce que ça voudrait dire, en quelque sorte, c'est que dans sa nature, l'être humain n'est pas ce qu'on voudrait nous faire croire. L'être humain ne favorise pas un certain darwinisme social, ou en tout cas que cette conception de la sélection naturelle ne s'applique pas à l'être humain. D'ailleurs, elle ne s'applique même pas au règne végétal et au règne animal. Par exemple, il y a Kropotkin, qui est un anarchiste qui était très impressionné par Darwin, qui mène des voyages autour du monde et qui remarque en fait qu'au sein du règne végétal, il y a de l'entraide. Au sein du règne végétal, il y a un système qui favorise l'entraide entre toutes les espèces. Or, l'une des questions qu'on pourrait se poser et que même Pablo Servigne pose, c'est pourquoi en fait la théorie du darwinisme social appliquée à la droite par la droite et par la gauche a pris en quelque sorte le dessus sur des gens comme Kropotkin qui a une vision plutôt positive de l'être humain, dans le sens où l'être humain favoriserait l'entraide. C'est toute la question. Et en fait, pour juste faire le lien entre la collapsologie et l'entraide, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec l'urgence climatique et environnementale, on est tous et toutes ramenés à se poser cette question par rapport à l'effondrement de notre civilisation, par rapport à comment est-ce qu'on s'en sortira, comment est-ce que ça va se passer. Moi, en tout cas, je me pose ces questions-là. Comment est-ce que ça se passera pour nous toutes et pour nous tous? Et en fait, ce que Pablo Servigne dit, c'est que l'effondrement aura lieu. Mais la vraie question, c'est dans quel état d'âme l'être humain sera lors de cet effondrement? Si on fait croire à l'être humain qu'il est mauvais de nature et que l'être humain est un loup pour l'autre, eh bien, cette part d'égoïsme finira par prendre le pas sur cette notion d'entraide. Or, si on recommence à introduire dans le système de chacun et de chacune d'entre nous le fait que par nature, il y a de l'entraide, par nature, les êtres humains peuvent s'entraider, eh bien là, peut-être qu'on pourra on pourrait en quelque sorte envisager quelque chose après l'effondrement. Et je trouve que c'est toute la subtilité, dans le sens où, à l'école, par exemple, on nous apprend que le meilleur gagnera. On nous apprend qu'il faut qu'il y ait de la compétition, que l'être humain est valorisé par son travail, que le travail de chacun est valorisé en quelque sorte par rapport à ce que les autres font. Et donc, en quelque sorte, on rentre dans un cercle de compétition où chacun se voit valorisé par ce que l'autre fait, mais pas d'une manière... en fait, c'est d'une manière rétrospective, dans le sens où il est valorisé par ce que chacun fait, dans le sens où il faudrait qu'il fasse mieux que l'autre. Et donc,
on est toujours dans une compétition par rapport à l'autre, dans une envie de faire mieux que l'autre, etc. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'il serait possible de sortir de ça. Comment est-ce qu'au-delà de cette idéologie dominante, il s'agit de créer autre chose afin de faire face à tout ce qui va nous arriver, afin de faire face à cette collapsologie. En fait, ce qui est très effrayant, par exemple, quand on parle de terme collapsologie, c'est qu'on a l'impression que c'est un effondrement auquel on ne peut pas échapper et qu'au final, il n'y a aucun optimisme. C'est carrément une fatalité, c'est une tragédie à laquelle on ne peut échapper. Or, je dirais que si on commence peut-être, c'est très difficile en fait d'énoncer ça parce que je n'ai pas les outils scientifiques ni même intellectuels de penser à un après-effondrement ou quoi que ce soit. Il y a des gens, Pablo Servigne, depuis 2008, il se bat, il essaye de réfléchir par rapport à ces questions-là. Mais en tout cas, ce que j'estime, c'est que si chacun d'entre nous fait un effort afin de pouvoir se sentir comme étant une partie d'un écosystème qui le dépasse, une partie d'un écosystème qu'il faut faire fonctionner et que en fait nuire personnellement à cet écosystème, c'est nuire à tout ce qui se passe autour et c'est nuire à soi également. Peut-être qu'on pourrait changer quelque chose et je sais très souvent que quand je parle à des gens, ils me disent mais non, mais une action individuelle ne servira à rien, qu'une action individuelle c'est rien si une personne ne change. Cependant, moi je crois vraiment à une imbrication des échelles, dans le sens où il faut qu'il y ait une action individuelle, il faut qu'il y ait une action étatique, une action internationale, il faut qu'il y ait une imbrication entre les différentes échelles, de la plus petite à la plus grande. Or, si moi, citoyenne, être humain, quoi que ce soit, je me réveille en quelque sorte en me disant que peut-être qu'il est temps de changer des choses. Moi, je parle aujourd'hui par rapport à l'environnement, par exemple. Euh, Si moi-même je change, n'oublions pas que l'individu est quand même une maille constituante de ce que c'est que le tissu social, en fait. Le tissu social, et à part les interactions sociales qu'il y a à l'intérieur, ce sont des individus. Après, on peut très bien dire que les interactions sociales en soi peuvent corrompre l'individu, peuvent le changer de sa trajectoire initiale. Ok, très bien. Cependant, si moi je me fie à ce que à cette notion de l'écosystème et à cette notion de l'entraide, à cette notion que peut-être que je pourrais changer quelque chose et que chacun d'entre nous le fait, en fait, dans nos interactions, il y aura ces notions d'entraide. Trouvons leur réalisation dans nos interactions et dans nos interactions avec le monde qui nous entoure. Le monde, pas que le monde humain, le monde dans ce qu'il a de plus large, c'est-à-dire la Terre, tout ça. Voilà. Donc, je vous conseille réellement de lire Pablo Servigne, L'entraide, l'autre loi de la jungle. Je pense vraiment que c'est un livre, je dirais vraiment fondamental dans le sens où quand même il s'attaque à une doctrine bien enracinée, à une doctrine qu'on connaît tous en fait, auquel on est tous assujettis, hélas, et que c'est une très bonne remise en question et que ça permet en quelque sorte de réfléchir à tout ce qui nous arrive. Je sais très bien que quand je discute avec des gens, avec des personnes qui ce sentiment en quelque sorte d'égarement face à l'urgence climatique, face à ce qui se passe, ressurgit en fait. Tout le monde a peur, tout le monde a envie de savoir quelle action il pourrait entreprendre et parfois on n'a pas les outils, parfois on se sous-estime, parfois on se voit faire des choses et les autres non et ça peut être très déprimant aussi. Cependant, je pense que quand on est dans cette phase de remise en question, lire ce genre de livre, ça peut en quelque sorte nous rassurer, même si le concept de collapsologie est en soi problématique dans le sens où il n'inspire pas confiance, il n'inspire pas de positivisme, non, pas ça. Il n'inspire pas, pardon, d'optimisme, mais il faudrait le lire. Donc voilà, pour faire très court à la fin, je vous incite vraiment à le lire parce que ça va répondre à
plusieurs de vos questions. Ça pourra même déclencher des questionnements nouveaux. Donc n'hésitez pas à lire L'entraide, l'autre loi de la jungle de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis très calme, je suis très posée dans cette vidéo. Peut-être que je dirais le contraire quand je devrais regarder la vidéo entière. Oui, j'ai quelques notes en fait sur mon billet de train. Voilà. Donc merci beaucoup, au revoir et à la prochaine. Au revoir.